Selon la poursuite, Dow Corning savait depuis longtemps que les implants étaient potentiellement dangereux pour la santé. On a parlé de baseball tout à l'heure, mais la Ligue nationale de hockey aussi a son conflit. Les joueurs sont en lock-out et l'affaire va durer 103 jours. Finalement, en janvier, les parties s'entendent. La saison est écourtée à 48 matchs. Le conflit coûte cher, 23 millions pour les Canadiens, les Nordiques et les Sénateurs. La saison prend fin à la Saint-Jean, 24 juin. Pour la première fois en un quart de siècle, la Sainte Flanelle ne participe pas aux séries éliminatoires. Et à Québec, après 23 ans de succès et de déception, les Nordiques ne sont plus que chose du passé. Du jour au lendemain, l'équipe de Québec se retrouve aux États-Unis, à Denver, et avec un autre nom, l'Avalanche. Marcel Aubu et ses co-actionnaires avaient une bien mauvaise nouvelle pour les amateurs des Nordiques aujourd'hui. J'ai le regret de vous annoncer que les propriétaires se sont finalement résignés à accepter une offre d'achat de la part de Comsat Communications de Washington pour transférer le club à Denver, au Colorado. Les nouvelles exigences de l'industrie du hockey, la taille du marché de Québec et l'absence d'une aide gouvernementale adéquate sonne le glas des Nordiques à Québec. On aurait bien voulu que ça reste ici. Jacques Parizeau estime avoir fait le maximum pour garder les Nordiques à Québec. Certains avaient des ambitions financières peut-être légitimes, mais incompatibles avec la défense des intérêts du contribuable québécois. Pendant que devant l'hôtel, où on annonçait la vente, les partisans manifestaient leur mécontentement, les employés des Nordiques, eux, se retrouvent sans lendemain. On est quoi, à 60, 65? Si l'équipe s'en va, on est tous dans la rue, on va faire se trouver du travail ailleurs. Et ce Colisée qu'on disait trop petit, eh bien, il est maintenant rendu trop grand. Jean-Robert Fauché à Québec. On the home stretch, and the 79th Indy 500 has been won by Jack Villeneuve. À 24 ans, Jacques Villeneuve remporte la victoire aux 500 000 d'Indianapolis. Villeneuve devient le plus jeune pilote à accomplir cet exploit et le premier Canadien à remporter l'épreuve. Le 16 juin, Québec retient son souffle. Le CIO est sur le point d'annoncer qui des 4 villes finalistes sera l'hôte des Jeux olympiques d'hiver de 2002. Mais à 13h20, la décision tombe. Salt Lake City remporte la victoire. Une défaite difficile pour Québec qui termine 4e. En cette période des fêtes, les concessionnaires GM sont heureux de vous souhaiter joyeuse Pâques. Achetez maintenant et ne payez rien avant Pâques sur tous nos modèles, dont la Cavalier Z22 96, la Firefly 95 ou encore la Luminavan 7 passagers 95. Vous n'avez que 3 jours pour économiser jusqu'à 25% et ne rien payer avant Pâques. Seulement chez votre concessionnaire GM. En cette période des fêtes, les concessionnaires GM sont heureux de vous souhaiter joyeuse Pâques. Achetez maintenant et ne payez rien avant Pâques sur tous nos modèles, dont la Sunfire 96, la Géométro 95 ou encore la Grande-Âme GTS 96. Vous n'avez que 3 jours pour économiser jusqu'à 25% et ne rien payer avant Pâques. Seulement chez votre concessionnaire GM. Au niveau de la ville, bien, il y a évidemment la guerre des moteurs. Je pense que tout le monde a été frappé par ça pendant l'heure. L'été 95 au Canada, ça a été un été mémorable parce que d'abord il a fait beau, mais aussi ça a été l'été des feux de forêt.
Le feu a détruit des hectares et des hectares. La situation est très grave. À peu près partout au pays, des gens sont évacués. Qu'on se souvienne de Parent au Québec. C'est la panique. Dans la région de Clova, plus de 30 000 hectares de forêt sont dévastés par un incendie qui est hors de contrôle. Des vents violents du nord-ouest font progresser rapidement le mur de fumée noire vers la municipalité de Parent, où les 500 habitants ont dû être évacués. C'est réunis dans une salle d'école qu'ils ont appris qu'ils devaient quitter les lieux le plus rapidement possible. Il n'y avait pas d'autre choix. Le problème auquel on fait face, c'est qu'il y a eu des changements drastiques de température. Le vent souffle du nord-ouest, donc s'en vient directement sur Parent. Les feux, les flammes s'en viennent sur Parent. Les gens qui avaient des voitures ou des camions ont pris la route pour Mont-Laurier, mais sans trop savoir ce qui les attendait. C'est la panique générale. Pourquoi? Parce que tout le monde a peur. Là. Comme vous voyez dans les airs, présentement, le feu est à peut-être 2-3 heures. Fait qu'on peut pas faire autrement. Là. On prend le chien et on reste tout seul là, on s'en va. Disons, c'est énervant un peu, là. On ne sait pas si on va revenir et le village ne sera pas brûlé ou quoi, là. Ils ne savent pas, eux autres. Le problème, c'est que le feu de forêt est immense et personne ne peut dire quand il sera maîtrisé. Compte tenu des vents, des bourrasques de 40 km, la société ne peut pas contrer l'incendie. 2 wagons du CN ont été mis à la disposition de ceux qui n'avaient pas de véhicule et qui voulaient se rendre à La Tuque. Moins d'1 heure après l'annonce de l'évacuation, le village avait déjà l'air abandonné et la tristesse et l'inquiétude se lisaient sur tous les visages. Bien, un petit peu, parce qu'on n'est pas sûr, la première des choses, c'est qu'on va tout perdre si ça vient trop proche. En tout cas, j'espère bien pouvoir revenir dans ma maison, là. Les enfants veulent emmener les chats. On emmène toute la famille, les chats puis les chiens. C'est ça. C'est notre vie, hein. La forêt, c'est la vie du village. Tout va s'enchaîner. Ce qu'ils craignent, c'est de tout perdre dans cet horrible nuage noir. Daniel Levasseur, à Parent. En Saskatchewan, un agriculteur sort de l'anonymat, Robert Latimer. Aujourd'hui, il réclame un autre procès et voici pourquoi. Latimer est ce fermier reconnu coupable du meurtre de sa fille de 12 ans, victime de paralysie cérébrale. Latimer a admis qu'il l'a tuée pour la soulager de ses souffrances. Or, on apprend que des membres du jury ont été interrogés par les policiers sur leurs opinions sur l'euthanasie avant la tenue du procès. L'affaire Toupe, une histoire épouvantable. 3 adolescents de 13, 14 et 15 ans sont arrêtés pour le meurtre d'un pasteur anglican et de son épouse à Beaconsfield. Les 2 victimes, Frank et Jocelyn Toupe, ont été battus à mort à coups de bâtons de baseball et de bouteilles. 2 des jeunes pourraient comparaître devant une cour pour adultes, étant donné la gravité du crime. L'affaire Barnabé, la fameuse affaire Barnabé, un procès qui est devenu en quelque sorte le procès de tout le corps policier de la communauté urbaine de Montréal. Verdict, 4 des 5 policiers accusés de voies de fait sur le chauffeur de taxi Richard Barnabé sont reconnus coupables. Des peines de 60 à 90 jours de prison et des heures de travaux communautaires. Richard Barnabé a été arrêté le 14 décembre 1993 et depuis, il repose toujours dans un état neuro-végétatif. Laissez-lui de la place, s'il vous plaît. Laissez de la place. Les 4 policiers ont quitté le palais de justice en trombe dans la pagaille générale, visiblement sous le choc d'avoir été reconnus coupables. Après 8 jours de délibération, les 7 hommes et 5 femmes du jury ont conclu, hors de tout doute, que Pierre Bergeron, 41 ans, son partenaire André Lapointe, 31 ans, Louis Sanson, 32 ans, et Michel Vadeboncoeur, 31 ans, s'était livré à des voies de fait ayant causé des lésions corporelles à l'endroit de Richard Barnabé dans la cellule du poste 44 il y a 1 an et demi. Attachez-vous, Joubert. Manon Cadotte, 25 ans, a été acquittée. La policière la plus jeune et la plus inexpérimentée des 5 n'était pas présente dans la cellule lorsque Barnabé a fait son arrêt respiratoire et elle n'avait pas la même interprétation des événements. Elle a quitté le box des accusés en sanglotant et même si sa réintégration sera difficile, le cauchemar est terminé. La famille de Richard Barnabé, qui était convaincue dès le départ de perdre la bataille, s'est précipitée à son chevet pour lui apprendre la nouvelle. Richard, je pense que tu vas obtenir justice. Les policiers là, qui t'ont battu ont été trouvés coupables. Ça ne nous redonne pas notre petit frère, mais au moins justice a été rendue, mon petit gars.
Dominique Poirier à Montréal. La guerre que se livrent les Hells Angels et les Rock Machines sème la terreur. En 1 an et demi, cette guerre féroce pour le contrôle du trafic de la drogue fait une trentaine de victimes. Mais alors plus cruel encore, le 9 août, la vague d'attentats qui dure depuis des mois fait une première victime innocente, un petit garçon de 11 ans, Daniel Desrochers. C'est vers 12h40, lorsque le conducteur de cette Jeep a voulu démarrer, que tout a sauté. Les bâtons de dynamite placés dans le véhicule étaient soit téléguidés, soit fixés au démarreur. En tout cas, la force de l'explosion a littéralement coupé en deux le conducteur. Ce résident du quartier Hochelaga-Maisonneuve a tout vu. J'ai vu le gars, la Jeep sauter puis le gars voler. Il y avait un enfant qui passait en bicyclette. En plus du conducteur qui est mort, un certain Marc Dubé, connu de certains policiers comme étant un revendeur de drogue, un enfant de 11 ans, Daniel Desrochers, qui rentrait chez lui à pied sur la rue Adam, a reçu en plein visage un morceau de carrosserie. Un attentat commis en plein après-midi qui a fait aussi d'autres blessés. L'ami du conducteur, qui n'était pas encore entré dans la Jeep, a été gravement blessé au visage. Et cet après-midi, parmi les débris, on cherchait la piste des motards. Nous avons appris en effet que Marc Dubé, le conducteur, avait bel et bien des liens avec le milieu des motards, en guerre ici dans le quartier depuis plusieurs mois pour le contrôle de la drogue. Et puis, selon la police, le type de bombe utilisée renvoie tout de suite aux méthodes des motards, comme ici, par exemple, en mars dernier, le local des Rockers, groupe affilié aux Hells Angels, endommagé par une bombe. Jamais on n'avait vu à Montréal, de mémoire de policiers, une tierce personne, un innocent, être la victime de ce genre d'attentat. Et ce qui ajoute à l'horreur cette fois-ci, c'est qu'il aura fallu que ça tombe sur un enfant de 11 ans. Patrice Roy, à Montréal. On reste à Beyrouth, monsieur. Vous pensez? Moi, je reste à Beyrouth. Quand le monde me demande où tu restes, je reste à Beyrouth. Pour contrer ces affrontements sans précédent, les policiers accentuent la pression. Une escouade conjointe spécialisée dans la lutte aux motards criminels est créée. Le groupe Carcajou multiplie les perquisitions, les saisies, les arrestations. Les effets se font sentir, ce n'est pas une trêve, mais quand même, la guerre entre bandes rivales se calme un peu. Des bombes aussi à Paris, mais alors là pour des raisons bien différentes, des raisons politiques, apparemment l'œuvre des intégristes islamiques. Depuis le premier attentat, le 25 juillet, il y a eu au moins 8 morts, 170 blessés, donc Paris qui vit dans la psychose d'un attentat qui peut frapper n'importe quand. Depuis le premier attentat du 25 juillet, la France vit à un autre rythme. Mesdames et messieurs, on va vous demander d'identifier vos bagages. Une alerte à la bombe, et voilà les gens qui sont forcés de descendre du train. C'est bon, hein, on fait repartir le TGV. Pourtant, ici comme aux abords de tous les lieux publics, les fouilles sont devenues systématiques. Mais la psychose prend souvent le dessus. Dans leurs habits de scaphandrier, les démineurs n'ont jamais été aussi actifs. Les ventes sont en baisse et le pari des grands magasins est maintenant placé sous haute surveillance. Adieu aux frontières qui étaient censées être ouvertes, les accords Schengen sont mis entre parenthèses, plus question de passer librement d'un pays à un autre. Et c'est ainsi que depuis la fin de juillet, les policiers ont effectué pas moins de 800 000 contrôles d'identité. Comme pour compliquer les choses, personne n'a encore revendiqué d'attentat. Avec des bombes de pauvres fabriquées avec des bonbonnes de gaz, de clous et de boulons, la police privilégie la piste algérienne. C'est qu'il y a 4 millions de musulmans en France. Les gens ont plus peur de descendre au marché, surtout dans ce marché-là. Donc maintenant, on subit les conséquences. C'est un pays en guerre, on vit dans un pays en guerre et on sait très bien un sentiment d'angoisse. Voilà, c'est ça le problème. Les voies ferrées sous surveillance, l'armée à l'Eurotunnel, l'armée à la Tour Eiffel. Pour l'instant, c'est sans résultat. Ici Michel Morin, à Paris.
Énergiseur. Toute l'énergie pour continuer longtemps, longtemps. De nos jours, le monde médical reconnaît la puissance d'Aspirine Extra Fort pour soulager efficacement les pires maux de tête, la fièvre, les douleurs arthritiques, musculaires et articulaires. Aspirine fait tout cela. Pour le soulagement de la douleur, c'est toujours Aspirine. Ce fut, durant 38 mois, le plus féroce des combats. Ce fut aussi la gloire de la marine canadienne. La bataille de l'Atlantique, mardi 21h. Surtout pour moi, le fait marquant, ça va être l'arrivée de Lucien Bouchard au niveau du Parti québécois. Lorsqu'il a pris le pouvoir, le premier ministre Parizeau avait pris l'engagement de tenir un référendum sur la souveraineté avant la fin de l'année 1995, même qu'il a pensé le tenir au printemps. Mais la cause souverainiste connaît des débuts difficiles. Les commissions régionales sur l'avenir du Québec ne lèvent pas. Le PQ se rend à l'évidence. Il reporte son référendum, d'autant plus que ça va permettre à Lucien Bouchard de reprendre des forces. Janvier 95, Lucien Bouchard prépare sa nouvelle vie et sa rentrée politique. Dans une atmosphère d'allégresse, il revient à Ottawa en février. La première fois que je vais vous dire, c'est que vous m'avez manqué, vous ne pouvez pas imaginer à quel point vous m'avez manqué. Bienvenue, Lucien, the honorable member du Lac-Saint-Jean. Pendant ce temps, au Québec, les commissions régionales sur l'avenir du Québec sont en plein travaux. La Chambre de commerce de Et Montréal, même si plus de 50 000 personnes y participent, l'exercice n'arrive pas à créer une relance de la ferveur souverainiste. Les citoyens proposent qu'un Québec indépendant garde des liens plus étroits avec le Canada. Fin mars, devant les jeunes péquistes, Jacques Parizeau est forcé de reconnaître l'impopularité de son projet de souveraineté. Il est exact que les Québécois ne sont pas prêts maintenant